États, Perico Légas, Maud Koffler. Oui, Maud, vous nous faites le récit tragique de cette femme assassinée après avoir alerté 9 fois les secours en signalant les agressions qu'elle subissait. Oui, dans la nuit du 2 août dernier, dans les Bouches-du-Rhône, en pleine nuit, Sylvia, une mère de famille de 43 ans, appelle les secours une première fois. Son compagnon alcoolisé vient de la frapper à coups de pied dans le ventre. Les pompiers interviennent, lui proposent de l'emmener, mais Sylvia refuse de les suivre sans savoir qu'elle a la rate éclatée. Pourtant, en cas de violence conjugale, un avis médical approfondi est nécessaire, voire obligatoire, mais les pompiers repartent sans le réaliser. L'état de santé de Sylvia se dégrade, elle appelle de nouveau les secours, une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 9 fois selon son père. Mais les secours ne la prennent pas au sérieux et lui demandent d'arrêter d'appeler. Je cite, « On est venu une fois, vous croyez qu'on est des taxis ? Je pense que vous avez un vrai problème, madame. Il va falloir voir un psychiatre. » Sylvia meurt d'une hémorragie interne. Le parquet d'Aix-en-Provence a bien sûr ouvert une information judiciaire pour non-assistance à personne en danger. La famille de Sylvia s'est constituée partie civile. Comment expliquer ce dysfonctionnement ? On en parle aujourd'hui avec Lily, bénévole à l'Union nationale des familles de féminicides. Bonjour Lily. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes vous-même une ancienne victime. Oui, tout à fait. C'est ce qui vous a décidé à vous impliquer dans ce combat contre le féminicide ? Oui, parce que mes parents auraient pu être à la place des familles, effectivement, qui sont confrontées à un désert institutionnel aujourd'hui, qui a conduit plusieurs personnes à fonder cette association, que j'ai décidé de rejoindre il y a quelques mois maintenant. Union nationale des familles de féminicides. Il a fallu créer cette association pour alerter non seulement l'opinion, mais les autorités sur les situations tragiques que vivent certaines femmes encore en 2025. Oui, tout à fait. Là, on voit, par rapport à Sylvia, j'ai les éléments qui sont dans les médias. J'en ai pas plus. Une enquête est en cours. J'espère que la justice établira les responsabilités de chacun. Mais ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que c'est pas du tout un fait divers. C'est quelque chose de systémique. C'est un échec collectif. On le sait maintenant, une femme sur 4, voire sur 3, avait dénoncé les violences qu'elle subissait avant de mourir. On a encore l'exemple, il y a quelques jours, d'un féminicide où la jeune femme avait porté plainte pour des violences physiques et plus tard des menaces de mort, et qui a été poignardée à son domicile en présence de ses 3 enfants. C'est quelque chose de factuel. Ce que vous racontez est assez hallucinant. Le thème, la tragédie des féminicides est aujourd'hui un phénomène de société acté, l'opinion publique le sait, les pouvoirs publics le savent, il y a suffisamment de mobilisation, de prise de conscience. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre société française en 2025 ? Je compare à la société espagnole qui a fait des progrès énormes, même si tout n'est pas réglé, mais en tout cas on sent qu'il y a eu un courage politique de la part des gouvernants de prendre les dispositions nécessaires. En France, on parle beaucoup, on dit, on dénonce, on alerte, voilà, et on constate qu'il peut y avoir aujourd'hui des crimes d'une telle violence, une telle horreur, j'allais dire de façon incontrôlable, imparable. Comment vous expliquez qu'il y a une telle défaillance de la part des services de l'État et de la société dans le cas des féminicides où une femme a alerté 9 fois et ça n'a pas suffi ? Oui, on le sait, les femmes, elles manquent pas de courage, elles manquent de protection. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu des efforts de fait, par exemple sur l'ordonnance de protection, qui est maintenant normalement qui intervient dans un délai plus raisonnable. Mais sur le terrain, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des femmes qui continuent de porter plainte avec un nombre de jours d'ITT conséquent et qui ne bénéficient toujours pas de cette ordonnance. On sait que contrairement à l'Espagne, quand une femme va déposer plainte ou bien est hospitalisée, elle ne ressort pas immédiatement avec une protection. Et on sait aussi que c'est le moment où la femme décide de partir et où elle dénonce les violences que ça devient le plus dangereux. Donc là, concrètement, dans le cas de Sylvia, il y a un manque de moyens humains et financiers de nos institutions, police, justice, premier secours. Mais ce qui est criant, c'est le manque de formation, notamment des primo-intervenants auprès d'une femme victime de violences intrafamiliales. On sait que des personnes formées auraient été amenées à poser les bonnes questions, à ne pas mettre encore plus en danger une femme qui l'est déjà et aurait une écoute suffisante. Donc on voit bien qu'il y a des efforts de la part des politiques, mais on est très très loin du compte. On n'a pas le budget financier, on n'a pas les volontés non plus d'aller plus loin, puisqu'aujourd'hui, nous, associations, on pallie quand même au manquement de ce gouvernement.
Pour être très concret, ça veut dire quoi? Une femme arrive, elle signale la détresse dans laquelle elle est, le danger, le risque de mort qu'elle subit. Vous voulez dire qu'il y a des fonctionnaires, quand elle se présente devant eux, qui traitent ça comme si c'était une effraction, un vol, un tapage nocturne. On dit quoi? Voilà, on s'est noté, très bien. Voilà, c'est quoi? On viendra vous voir, on vous rappelle, revenez nous voir si ça s'aggrave. Qu'est-ce qu'on répond à des femmes qui sont dans cette situation? Alors malheureusement, on voit encore que dans certains commissariats, effectivement, on demande de repasser demain, ou alors on demande de faire un effort, on demande qu'est-ce qu'on a fait. Bien souvent, on impute à la victime aussi la responsabilité, jusque dans sa mort, puisque là, on va dire Sylvia a refusé de suivre les secours, propos sur lesquels je serais plus nuancée, parce que c'est pas un refus, malheureusement, elle était dans l'incapacité pour plusieurs raisons, quand on est sous violence, de suivre les pompiers à ce moment-là. Mais effectivement, les policiers encore reçoivent les femmes parfois de façon très, très désobligeante, les mettant en danger. Mais même quand les policiers font correctement leur travail, la justice a un temps long pour mettre les femmes en sécurité, malheureusement. Et on sait que c'est vraiment le moment crucial où elles sont le plus particulièrement en danger. Il faut interpeller qui à ce niveau d'aberration? C'est un scandale, c'est un scandale d'État. Oui, alors... Oui, il y en a déjà, je veux dire, heureusement que c'est pas tous les jours. Si, il y en a tout le temps, et beaucoup plus qu'on ne pense, et dans des conditions qui sont absolument inconcevables. Il faut interpeller qui? C'est la classe politique, c'est le gouvernement. Est-ce que d'autres autorités, est-ce que les autorités départementales, régionales, est-ce qu'on peut mettre en place un système de protection immédiate? Si la police ne répond pas, est-ce qu'il peut y avoir un service social qui prend tout de suite la personne en danger sous sa protection, où il n'y a pas aujourd'hui d'arsenal administratif ou législatif qui permettent de réagir de façon efficace? Mais comme je vous disais, on a des moyens législatifs qui existent, mais qui ne sont pas mis en place. Alors pourquoi ils ne sont pas mis en place? À votre avis, pourquoi ils ne sont pas mis en place? Il y a forcément un manque de moyens, un manque de formation et un manque de volonté. Et puis, c'est un peu la roulette russe, parce que pour les femmes, ça dépend vraiment sur qui vous tombez. Si vous tombez sur la bonne assistante sociale, sur le bon policier, sur le bon médecin, sur le bon procureur, voilà, c'est vraiment la roulette russe. Maintenant, on voit aussi en Espagne un dispositif qui existe qui s'appelle Biogène, très efficace, qui met en relation tous les services qui vont être en contact avec les victimes. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a ce manque de cohésion entre les services. Là, le fait que tout est relié, la femme va parler aux policiers, aux médecins, à l'assistante sociale, ça va évaluer en temps direct le danger et pouvoir ainsi lui proposer une protection adaptée. C'est-à-dire que la femme ne repart pas sans protection comme ça se passe aujourd'hui en France. Et aujourd'hui, on manque aussi de cohésion entre les services, malheureusement, même entre les juges aux affaires familiales et les juges au pénal, par exemple, il n'y a aucune cohésion dans les dossiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes se retrouvent parfois face à des situations aberrantes. Et moi, je le répète vraiment, les femmes parlent, mais elles ne sont pas encore suffisamment crues, entendues et protégées. Est-ce que l'Union nationale des familles de féminicides, aujourd'hui, elle va sur le terrain, bien entendu, elle s'occupe d'abord des victimes, est-ce qu'elle interpelle des parlementaires? Est-ce que vous avez la possibilité d'interpeller des représentants à la préfecture, au commissariat? Est-ce que je suis sûr qu'il y a des parlementaires qui sont mobilisés là-dessus et qui essaient de faire bouger les choses? Oui, tout à fait. On intervient notamment auprès des ministères. Depuis le Grenelle, on intervient régulièrement auprès des ministères. On fait beaucoup de formations auprès des gendarmes, des professionnels de santé, des collégiens. Et on interpelle au maximum aussi, notamment à la marche qui aura lieu le 22 novembre. Mais voilà, même si je vous le disais tout à l'heure, ça avance quand même, on voit des avancées, on voit certaines personnes politiques, certains députés s'engager malheureusement plus que d'autres. Donc c'est un combat qu'on continue de mener, mais c'est la société tout entière aujourd'hui qui doit s'emparer de ce problème qui est les violences intrafamiliales. Je pense qu'au niveau de l'école, il serait très important de réinsister sur l'éducation des garçons, leur apprendre des valeurs fondamentales. C'est terrible qu'on en soit là, qu'on soit obligé dans l'éducation pour certains jeunes garçons, leur dire voilà quels sont les droits de l'homme, quels sont les droits d'une femme, quel est le comportement à ne pas avoir, quelle est la vision du monde à ne pas avoir. Vous pensez que c'est une idée qui pourrait évoluer? Mais ça, c'est fondamental. Nous, on le voit puisqu'on intervient notamment auprès de collégiens et on voit on peut voir les idées reçues qui peuvent avoir, notamment concernant les femmes et les filles. C'est assez éloquent et voilà, c'est nécessaire. La sensibilisation auprès des plus jeunes, c'est nécessaire. La formation auprès des primo-intervenants, c'est nécessaire, mais pas que. On doit aussi aller plus loin, c'est-à-dire former les banquiers qui peuvent, par exemple, voir une situation de violence économique.
il faut former les entreprises qui peuvent avoir des victimes au sein même de leur entreprise. Et puis nous, on intervient aussi en détention parce que pour éviter justement cette récidive, on estime qu'il faut aller aussi au contact de ces hommes violents pour enrayer en fait toute cette violence. Voilà qui. Bon, on voit bien que la mission est large. En tout cas, merci Lily d'avoir témoigné. Courage, ancienne victime et bénévole à l'Union nationale des familles de féminicides, dont la mission est aujourd'hui essentielle pour ces femmes qui sont dans la souffrance et la détresse. Merci, à bientôt.